Le syndrome de liste immorale, qui peut être chimio-induit spontané, consiste à une libération massive dans le secteur extracellulaire des intracellulaires, à savoir le potassium, le phosphore, le calcium, de produits de dégradation des bases puriques dans l'intime produit l'acide urique et des cytokines pro-inflammatoires. Dans ce syndrome, on a deux entités à connaître. Le syndrome de liste immorale biologique qui est défini par la présence d'au moins de 2 signes biologiques parmi 4 durant une même période de 24 heures. On le recherche souvent 3 jours avant et 7 jours après une cure de chimiothérapie. On a l'hypercalémie, l'hyperuricémie, l'hypocalcémie et l'hyperphosphorémie. La deuxième entité, c'est le syndrome de liste immorale clinique qui est défini par l'association d'un syndrome de liste immorale biologique plus en moins une complication clinique qui peut se manifester par une atteinte rénale, notamment une insuffisance rénale aiguë organique, une atteinte neurologique type convulsion, une atteinte cardiaque. Le plus souvent se manifeste par des troubles de rythme ventriculaire. La classification de Cairo-Bishop nous permet d'estimer la gravité et de préciser le grade du syndrome de liste. Elle est basée sur la présence d'un syndrome de liste immorale biologique, du taux de la créatinémie et la présence d'arythmie cardiaque et les convulsions. Bien entendu, il existe des facteurs de risque de survenue de syndrome de liste immorale. On a une forte masse tumorale, une tumeur de grade à renouvellement cellulaire rapide, une altération préexistante de la fonction rénale, l'âge, un traitement par chimiothérapie active et la prise des médicaments qui peuvent interférer avec le métabolisme de l'acide urique, à savoir l'acide ascorbique et la vitamine C, l'adrénaline, la caféine, le cisplatine et de nombreux d'autres médicaments. Je voulais parler sur la physiopathologie de l'insuffisance rénale aiguë au cours du syndrome de Lise et j'ai pris à titre d'exemple le syndrome de Lise chimio-induit. En fait, après l'administration d'un traitement de chimiothérapie, il y aura la mort des cellules tumorales qui vont libérer le phosphore, le calcium, les acides nucléiques qui vont être métabolisés en acide urique, et enfin, on a l'acide lactique. Le premier mécanisme, c'est la précipitation de phosphate de calcium en intratubulaire, conduisant à une insuffisance rénale aiguë. Il faut savoir que cette précipitation est favorisée par un pH alcalin. L'hyperuricémie peut également être responsable d'insuffisance rénale aiguë par précipitation en intrarénal d'acide urique. Par contre, cette précipitation est favorisée par un pH acide. Il faut savoir que la diminution du débit de filtration glomérulaire aggrave encore ces troubles métaboliques et maintient l'hyperphosphorémie et l'hyperuricémie et donc favorise la précipitation. L'hypercalémie est liée à une libération d'une grande quantité de potassium cellulaire aggravée par l'insuffisance rénale aiguë. Et enfin, l'acidose métabolique est la conséquence d'une libération de grandes quantités de l'acide lactique et de l'insuffisance rénale aiguë à la fois. Et donc, si on veut résumer, l'insuffisance rénale, c'est une conséquence organique majeure des syndromes de liste immorale. Elle est multifactorielle. Les principales causes sont la précipitation d'acide urique, la précipitation de phosphate de calcium, un éventuel envahissement du parenchyme rénal par la tumeur, la prise ou bien la néphrotoxicité médicamenteuse liée à la chimiothérapie et dans certaines situations, la diminution du volume extracellulaire. Quand on parle sur la prise en charge, il faut savoir qu'elle est basée sur des recommandations britanniques établies en 2015.
L'objectif avant tout, c'est de prévenir l'apparition d'une insuffisance rénale aiguë et de traiter les anomalies hydroélectrolytiques à risque létal. Sachez bien que ces recommandations ne concernent par définition que les patients souffrant d'hémopathie maligne. Le tumeur à risque quantité définie par un consensus d'experts publié en 2010. On a les tumeurs à risque qui sont les leucémies aiguës lymphoblastiques, les leucémies aiguës myéloblastiques hyperleucocytaires, quand le taux de leucocytes supérieur à 75 000, et enfin le lymphome de type Burkitt. Les tumeurs à risque intermédiaire, on a deux, qui sont les leucémies aiguës myéloblastiques hyperleucocytaires type B, c'est quand le taux de leucocytes est entre 25 000 et 50 000. Puis il y en a les tumeurs à faible risque qui sont les leucémies aiguës myéloblastiques hyperleucocytaires type C, c'est quand le taux de leucocytes inférieur à 25 000, les leucémies lymphoïdes et myéloïdes chroniques, et à la fin les tumeurs solides. Pour les patients à faible risque, ils peuvent être traités par une hyperhydratation seule qui est en général 3 litres par jour, éventuellement associé à un traitement hypouricémiant type allopérinol. Les patients à risque intermédiaire, l'allopérinol sera systématiquement en association avec l'hyperhydratation. Pour les tumeurs à haut risque, les patients doivent être traités par une hyperhydratation associée à un traitement hypouricémiant puissant qui est la rasburicase. C'est une enzyme urate oxydase. Je voulais jeter un coup d'œil sur le mode d'action des différents traitements hypouricémiants. On a l'allopérinol qui inhibe l'action de la xanthine oxydase et donc l'inhibition de la transformation de la xanthine en acide urique, ce qui va diminuer le taux sanguin d'acide urique et donc la précipitation. Et quand on parle sur l'action de la rasburicase, stimule la transformation de l'acide urique en substance soluble facilement excrétée par les reins, qui est la lantoène, et ça évite la précipitation. Pour les indications d'opération extra-rénale au cours d'insuffisance rénale aiguë suite à un syndrome de lystème orale, en plus des indications habituelles de dialyse d'urgence qui sont la surcharge hydrosodée résistante au traitement diurétique à forte dose, l'hypercalémie et l'acidose métabolique et l'hyperurémie, on a d'autres indications, notamment l'hyperuricémie et l'hyperphosphatémie. L'épuration peut se faire par l'hémodialyse en utilisant des dialyseurs pédiatriques adaptés type F4 ou par dialyse péritonéale, surtout quand la création d'abords vasculaires est impossible.